Raphaël. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eric, alors tu es député de la Seine-Saint-Denis, député de la France Insoumise. Tu as récemment rédigé une note sur ton site qui plaide pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Tu dis, après l'épidémie, nous devons pouvoir élire une nouvelle majorité. On va y revenir évidemment. Mais d'abord, c'est le 4e jour consécutif de vives tensions dans les quartiers populaires, un peu partout en France. On le voit dans les Hauts-de-Seine, dans la Seine-Saint-Denis, à Strasbourg, à Toulouse. C'est la révolte qui vient pour toi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un signe très clair. C'est que l'épidémie, le confinement exacerbent les inégalités et les discriminations. Voilà la réalité. Alors, c'est vrai, j'allais dire, c'est aussi vrai dans le monde du travail. Dans le monde du travail, il y a les gens qui sont en télétravail et puis il y a les gens qui sont forcés d'aller au boulot de plus en plus, d'être dans des transports en commun où ils peuvent être contaminés, des lieux de travail où ils peuvent être contaminés. Et on voit bien que la situation n'est pas la même. Il y a les gens qui se retrouvent, je vais faire le lien avec les quartiers, parce que beaucoup de jeunes sont assis dans les quartiers, obligés d'aller travailler pour des plateformes ubérisées avec les risques que l'on connaît. Et puis, il y a justement des quartiers populaires où on est là le soir, on rentre, on constate que dans sa famille ou soi-même, on est obligé d'aller travailler la journée, qu'on est obligé en plus au confinement le soir, que le soir, au moment où on est obligé au confinement, même si on respecte les gestes barrières, parce que contrairement à ce qui a été dit, c'est beaucoup respecté en Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas de différenciation, c'est pas vrai. Il y a pas de grande différenciation avec les centres urbains, entre guillemets, plus bourgeois. Et ben, le soir, on se demande pourquoi on nous oblige à rentrer chez soi. Bon. Et le rapport de ce point de vue-là avec la police, qu'on a constaté depuis des années, qui s'est dégradé considérablement, il n'a pas changé. Donc, c'est source de tensions, c'est source de conflits, c'est source de moments durs, et c'est ce qu'on vit. Alors, il y a eu plusieurs événements. Alors, sur celui de Villeneuve, moi, je n'ai pas tous les éléments. Parce que, évidemment, sur Villeneuve, ce qu'il faut savoir, c'est si ou pas un policier, de manière intentionnelle, a ouvert une portière pour arrêter un jeune en motard, ce qui voudrait dire qu'il n'y a aucune proportionnalité dans la manière de réagir par rapport à un jeune qui roulait de manière anormale dans les rues. Et donc, ça, c'est une question là, mais on voit bien que c'est autre chose qui se passe. Ouais. Si ça se développe ailleurs, c'est parce que la question des quartiers, la question des inégalités, des discriminations, y compris des discriminations raciales, elle s'exacerbe pendant le confinement. Et je pense que, je ne sais pas si une révolte peut démarrer comme ça, mais en tout cas, ne croyons pas que ça soit confiné. Ça, je n'y crois pas du tout. On va venir sur la crise sanitaire. Pablo, tu as une question? Ouais, j'ai une question, c'est parce que là, à court terme, on n'imagine pas très bien que tous les problèmes liés aux inégalités sociales et aux inégalités territoriales dont tu parles, on n'imagine pas qu'ils soient résolus. Du coup, c'est quoi en fait l'avenir pour un jeune en Seine-Saint-Denis? Enfin, quel avenir en fait, à part cette révolte qui, à mon avis, en ce moment bout en lui ou en elle, qu'est-ce que tu as à leur offrir? Moi, j'ai rien à l'offrir. Il faut qu'on s'offre mutuellement. Tout le monde doit s'offrir. Enfin, la solution, elle viendra pas uniquement, en tout cas, de responsables politiques, de partis ou autres qui ont la bonne ligne. Il faut ça. Il faut qu'il y ait un débouché. Il faut qu'il y ait une alternative proposée, construite, qui d'ailleurs avait un peu émergé parce que le vote Mélenchon en 2017 dans les quartiers, dans les cités, qui explique pourquoi moi je suis député, qu'on se retrouve avec 5 députés sur 12 en Seine-Saint-Denis élus France Insoumise, c'était très très fortement un vote de classe, parce que c'est les nouvelles classes populaires qui ont compris que là, il y avait quelque chose qui leur parlait en termes démocratiques, en termes d'égalité sociale. Donc ça, il le faut, bien sûr. Et on essaye d'émettre cette voix pendant la question du confinement, autant que faire se peut, même si c'est difficile, tellement les médias mainstream sont saturés du discours officiel. Mais l'autre chose aussi, c'est l'auto-organisation. C'est vrai partout. C'est vrai dans les entreprises, mais c'est vrai aussi dans les quartiers. C'est-à-dire que et il se passe des choses. Ne croyons pas qu'il ne se passe pas des choses dans les quartiers. Moi, ça fait 2 ans que je m'oppose à cette idée où il n'y aurait pas de politique dans les quartiers. Il y aurait juste une expression à certains moments qui déborde par des formes de violence qui sont celles que subissent les gens des quartiers populaires. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des associations de travail, il y a des collectifs, il y a des choses. Et je crois que
c'est ça qu'il faut. Si une formation comme la nôtre peut aider à quelque chose, c'est à ça. Et quand vous me dites, quand tu me dis la question comment on peut faire, moi je crois que les choses peuvent aller vite. Les choses peuvent aller vite. Qui imaginait il y a quelques temps qu'on allait avoir un tel mouvement sur les retraites, on allait avoir les gilets jaunes. Enfin, il y a des choses qui déroulent. Ne croyons pas que dans les quartiers, il ne peut pas se passer ça aussi. Voilà, en tout cas, moi, c'est à ça que j'appelle. Alors, ça passe par des formes qui sont variées, qui sont celles souvent de révolte pure par rapport, parce que là, il y a un ras-le-bol par rapport à des policiers qui vont trop loin dans la manière, justement, dont le confinement leur autorise à certains moments à avoir des gestes, à avoir des mots, à avoir des actions qui dépassent théoriquement un rapport normal entre la police et une population. Mais moi, comment dire, je pense que tout peut aller vite. Voilà. Et que ne croyons pas que les quartiers ne sont pas politisés au sens pur du terme. Après, je n'ai pas de réponse, si ce n'est qu'il faut construire quelque chose ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire. Il faut jeter des ponts. Sur la crise En sanitaire, tout cas, comme député, c'est ce que j'essaye de faire. ouais. Sur la crise sanitaire, sur la gestion de la crise, Jean-Luc Mélenchon, il a refusé de qualifier Emmanuel Macron parce qu'il ne faut pas ajouter de désordre, dit-il. Toi, tu dis clairement qu'il n'est pas à la hauteur, Emmanuel Macron, aujourd'hui. Oh non, enfin, il n'a pas été à la hauteur. Enfin, je veux dire, et on le dit tous ensemble, hein, il n'a pas été à la hauteur, très clairement. On n'a carrément pas anticipé cette crise. Quand on lit ta note de blog, Eric, quand on lit ta note de blog, tu dis, par exemple, que tu poses 2 conditions au déconfinement. Tu dis il faut qu'aucun salarié qui reprend le travail ne soit exempt de toute protection pour pouvoir retourner au travail. Et la deuxième condition, c'est les tests. 100 000 tests par jour. Ça semble converger, en tout cas, l'objectif semble converger avec le discours du gouvernement, mais pour toi, il ne s'en donne pas les moyens, c'est ça qui se passe? Ben, clairement. Là, hier, il y a un diagramme qui est sorti qui montre le nombre de tests par habitant en France. On est dans les plus faibles de tous les pays occidentaux. Hein. Mais vraiment, on est vraiment à la ramasse, excusez-moi l'expression, par rapport à des pays qui, du coup, s'en sortent au mieux aujourd'hui. Donc, rien n'a été anticipé. C'est ça la réalité. Donc, on a perdu toute souveraineté sanitaire sur les masques, sur le matériel, les matériels pour les lits respiratoires, sur les médicaments. Et en plus de ça, à partir du moment du début de la crise épidémique, on a l'impression que l'État se défausse sur les initiatives individuelles. Là encore, par exemple, un exemple sur les masques. Moi, ce que j'entends dire, c'est qu'on appelle les communes à fournir des masques à leurs habitants. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est typiquement quelque chose qui peut mettre à mal l'égalité républicaine. Si on regarde par exemple en termes de masques, il faudrait d'abord se dire bon, on va fournir les personnes les plus fragiles, puis on va fournir les gens qui sont obligés d'aller travailler, etc. Il doit y avoir une gradation et non pas fournir les masques aux habitants de toute une ville parce qu'elle a eu la chance d'être un peu plus riche que sa voisine ou parce que le maire aura été un peu plus actif et que du coup sur un marché, parce que ça reste un marché, il aura commandé en premier. Mais ça ne va pas. L'État, encore une fois, là, se défausse. Et s'il se défausse, je vais vous dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que je pense qu'il a perdu tous les outils qui permettent une véritable planification, tous les outils, à force d'affaiblir l'État, qui permettent à l'État de réagir. Et alors là, je ne parle même pas de tous les outils qui permettent d'agir de manière industrielle. Et j'ai bien peur, moi je le souhaite, hein, tout le monde souhaite déconfiner, d'accord ? Mais j'ai bien peur que d'ici le 11 mai, on n'en soit pas au résultat nécessaire. Pablo ? Ah, on a perdu Pablo, je crois bien. Bon, c'est pas grave, je continue. Un mot sur la question de la sécurité au travail. Le gouvernement reconnaît le statut de maladie professionnelle, tout soignant atteint du Covid, mais pas les caissières, pas les postiers, pas les policiers. Il y a un problème là aussi. Si, il y a un problème. De toute façon, pour l'instant, il y a la communication et la réalité. La communication, c'est nous dire tous les soignants ont un masque. La réalité, c'est que les soignants, ils se sont débrouillés la plupart du temps pour trouver des masques comme ils pouvaient. L'État leur a donné très peu. Les gens en première ligne, en deuxième ligne, fonctionnaires, les policiers, les pompiers, les caissières, etc., qui sont appelés à être exposés et donc à exposer ensuite des gens chez eux, ils doivent avoir des masques. Bon, là aussi, c'est pareil, ils n'ont pas de masque. Ce n'est pas la réalité. En tout cas, donné par l'État, ils n'en ont pas. Donc, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que c'est un échelonnement. Alors, on nous montre après, on prépare le c'est important cette bataille quand même, Eric, elle est importante, cette bataille justement de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour tous les métiers qui sont exposés. Oui, bien sûr, elle est reportante. Alors, pour moi,
théoriquement, elle a été faite. Donc, j'espère que là, c'est un peu aux syndicats il faut que les syndicats s'en saisissent. Enfin, on sait que les syndicats, dans les toutes petites boîtes, ce n'est pas forcément évident. Mais bien sûr, il faut continuer à travailler là-dessus. Mais au-delà de la maladie professionnelle, moi, ce qui m'apporte surtout, d'abord, avant tout, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui ne soient pas contaminés. Parce que la question sur la maladie que nous vivons, c'est qu'on sait maintenant qu'elle est peut-être, on sera peut-être même pas immunisé. Ça veut dire que si c'est le cas, une fois qu'on l'a attrapé, si c'est le cas, tant qu'on n'a pas de vaccin ou médicaments, il va falloir vivre avec cette maladie. On ne sait même pas si elle est saisonnière. On parle de deuxième vague, comme si c'était une grippe, mais on ne sait même pas. Ça se trouve, on va avoir en réalité une houle permanente, d'accord, sur cette maladie, et dont il va falloir faire en sorte d'atténuer les effets, c'est-à-dire le nombre de gens contaminés. Et pour l'instant, excuse-moi, mais moi, c'est pour ça que on ne voit pas au gouvernement, au-delà des mots, quelque chose qui mette en action. Ce qu'on voit, c'est que les Allemands ont décidé de déconfiner le 4 mai et que manifestement Macron a regardé cette date et dit on ne peut pas prendre trop de retard. Donc il a décidé le 11 mai. Au gouvernement de se débrouiller. Enfin, pour l'instant, le problème, c'est que plus on avance vers le 11 mai, moins on voit concrètement, parce que quand on leur pose des questions concrètes, ils sont incapables de nous répondre. Ils devraient, quand on est à l'Assemblée, ils devraient être capables de nous dire bon, ben oui, alors donc, voilà, telle usine de masques produit, c'est celle-ci, concrètement, elles ont produit tant par million. On a réquisitionné tel secteur qui en produit tant de millions, également dans les tests. Ils ne nous donnent pas les réponses. Et moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est même pas qu'ils nous mentent, c'est que je pense qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement affaibli l'État qu'aujourd'hui, en réalité, je crains qu'ils ne connaissent pas la situation entre le moment où ils décident des choses et le moment où elles se réalisent. Et donc, là, si c'est le cas, et s'ils maintiennent la date du 11 mai pour des raisons économiques, moi, je crains le pire. Je crains non pas une deuxième vague, mais une continuité de l'épidémie. Donc, ça, c'est la revendication centrale. Il y a un 1er mai qui arrive. Moi, je crois que tous ceux qui, quelque part, veulent faire en sorte que le 1er mai soit un moment de mobilisation, j'appelle à ce que ça soit la mobilisation centrale. Personne au travail sans masque, personne au travail sans protection, et c'est aux salariés de décider de leur protection. Est-ce que c'est pour ça que tu demandes la dissolution, précisément parce que pour toutes ces raisons-là qui font que le gouvernement, à tes yeux, est totalement disqualifié? Non, c'est deux questions. C'est-à-dire, j'allais dire, ce que je dis là sur la protection, c'est, j'allais dire, je suis aussi dans quelque chose où ils gouvernent et ils décident de choses. Bon, et si, c'est là où on revient au fait de ne pas mettre de la pagaille, de rajouter de la pagaille. Si par exemple, parce que je pense que la stratégie du confinement est une stratégie par défaut, parce qu'on n'avait pas assez de tests et de masques, on a été obligé de l'appliquer tel qu'on l'applique. Si au nom de ça, je disais, bon, bah, les gens vont résister, n'acceptez pas le confinement, je donne un exemple. Hein. C'est sûr que si au nom de ça, on faisait ça, on aggraverait le problème. Donc on dit, bah, il faut rester confiné, mais n'empêche, on a des critiques. De la même manière, pour le 11 mai, on dit, bah, OK, il propose la date du 11 mai, il faudra bien déconfiner un jour, mais n'empêche, ça doit être ses conditions. Mais je suis dans l'action par rapport au gouvernement. Non, la question de la dissolution est autre chose. C'est que mon analyse, c'est qu'on voit bien que Emmanuel Macron est tenté par l'Union nationale. C'est-à-dire, il nous joue le coup du président, un peu comme Sarkozy en 2008, qui a compris que le monde qu'il était en train de construire, dont il est partisan, est un monde qui nous met dans le mur. Et puis, il nous dit, mais vous inquiétez pas, j'ai compris, donc on va changer. Et j'appelle, en gros, à ce que toutes les bonnes volontés nous rejoignent pour construire ça. Alors d'abord, je ne crois pas qu'il sera capable de changer quoi que ce soit, parce que j'imagine mal que celui qui nous a mis dans le mur soit celui qui nous en sorte. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Et en plus de ça, mais par contre, il faut donner une réponse. Si lui-même admet que ce sur quoi il a été élu est caduc, nous a mis dans le mur, et que sa solution, c'est l'Union nationale, si nous, on n'est pas d'accord avec ça, il faut qu'à un moment donné, dire quelle est la solution. Et dans ce cas-là, la solution, ça ne peut pas être d'attendre 2022. Donc, c'est le retour au peuple qui, entre différents programmes, va dire, bah voilà, il y a eu cette crise. On a Emmanuel Macron qui nous dit… Donc, c'est moins une dissolution que la proposition de Thomas Porcher, qui est clairement la démission du président de la République, alors. Oui, mais là bien sûr, ça pourrait être la démission du président de la République. Mais sauf que le président de la République, moi, je ne peux pas l'obliger à démissionner. Alors, je sais qu'il y a certains n'arrêtent pas sur les réseaux sociaux de dire qu'il suffirait qu'il y ait une décision des deux chambres. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il faudrait une telle majorité que, à moins que la majorité En Marche s'aborde, elle ne le fera pas. Donc, il n'y aura pas de démission contrainte. Bon, je n'ai pas l'impression que Emmanuel Macron soit prêt à démissionner. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une exigence de lui dire qu'il faut à nouveau des élections présidentielles. Par contre, vu ce qu'il est en train de nous dire, j'ai l'impression que la dissolution est quelque chose de politiquement
plus atteignable. Et après tout, même si on sait que la présidentielle est la mère de toutes les élections dans la Ve République, si on renvoyait la parole au peuple sur, j'allais dire, une future majorité parlementaire, peut-être qu'on subvertirait un peu la question de la Ve République en mettant les législatives en priorité. Pour toutes ces raisons, en tout cas, j'ai l'impression, si tu veux, que dissolution me semble être un mot d'ordre plus, plus réaliste aujourd'hui, y compris dans ce à quoi on peut contraindre Emmanuel Macron, que la question d'une démission. Mais s'il veut démissionner, ça ne me dérange pas. Hein. On fera très bien avec ça. Et du coup, d'après toi, la gauche, enfin plutôt, si on prend le vocabulaire de la France insoumise, le peuple, il est prêt à te faire confiance, à vous faire confiance à la France insoumise pour gouverner? Vous êtes prêt à gouverner? Si demain il y a Ah dissolution, oui, vous êtes prêt à oui, gouverner? oui. Oui, je posais cette question, il faudrait qu'on fasse à l'anglaise un gouvernement fantôme un peu. Mais oui, oui, je pense qu'on est prêt à gouverner, pas seul. Il y a des choses qui se passent actuellement, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on souhaite. Tu sais que nous, on est sur une stratégie de fédération populaire. Donc, par exemple, ce que sont en train de faire les 18 organisations syndicales, associatives, qui se sont réunies ensemble, qui ont commencé à mettre des revendications et qui ont commencé à dire on pourrait faire des initiatives, discuter avec les forces politiques, ce qui est nouveau, parce qu'il y a la CGT, Solidaire, FSU, Attaque, Oxfam, enfin, je ne vais pas faire toute la liste. Mais on pourrait imaginer qu'on ait un espèce de nouveau front populaire, de bloc de fédération populaire, appelons-la comme on veut, avec les formations politiques qui sont d'accord sur la rupture intégrale avec le monde d'avant. Je dis ça parce que je ne suis pas sûr que toutes les formations de ce que tu appelles à gauche aujourd'hui aient vraiment fait les soldes du passé. Quand, par exemple, je regarde l'état sanitaire du pays, on sait que ceux qui ont participé, c'est aussi les gouvernements socialistes, le manque de masques, etc. Et que je n'ai pas l'impression que de ce point de vue-là, il y ait eu véritablement un aggiornamento. Mais en tout cas, tous ceux qui sont d'accord avec l'idée qu'il faut revenir à une souveraineté industrielle, sanitaire qui nous permettent de rompre avec le grand déménagement du monde, avec le libre-échange, qui permettent à des peuples de maîtriser dont ils ont besoin en termes de biens fondamentaux, tous ceux qui sont d'accord avec une planification écologique, tous ceux qui sont d'accord avec une 6e République. Enfin, je pourrais énoncer certaines choses. Alors, tu me diras, ça ressemble à l'avenir en commun. Oui, mais enfin, l'avenir en commun a eu 19% derrière présidentielle. Donc, on peut estimer quelque part que ça nous donne, à nous, France Insoumise, le privilège, en tout cas, de dire que notre programme, il est peut-être à mettre en débat, en discussion avec d'autres pour en faire un prochain programme gouvernemental. Mais en tout cas, il existe, on l'a actualisé. Et nous, on souhaite qu'une chose, c'est de faire en sorte que le plus de monde possible s'en empare. Et on peut être majoritaire. En tout cas, on saurait gouverner. J'ai une dernière question, Eric. Je ne sais pas si tu l'as entendu ce matin, Bruno Retailleau a proposé sur France Inter que les Français travaillent 37 heures pendant une année, 37 heures hebdomadaires pendant une année. Ça te paraît déraisonnable? Oui, je pense plutôt qu'il faut aller vers les 30 heures, si tu veux mon avis. Parce que le monde d'après, il se construit maintenant. C'est la raison pour laquelle on a voté contre le projet de loi de finances rectificative. Hein, parce qu'il n'y avait aucune trace du monde d'après dans ce projet de loi de finances. Il s'agit simplement de relancer l'activité économique, pas rien sur le partage des richesses différents, rien sur la manière dont on oriente l'économie avec des conditions environnementales aux entreprises à qui on dit qu'on va donner 20 milliards, etc. Autrement dit, si on relance la machine économique avec l'idée que c'est la croissance à tout prix et que la croissance à tout prix, ça passe par le fait que tout le monde travaille plus avec le même partage des richesses, c'est-à-dire les richesses qui vont d'abord vers le capital pour faire en sorte d'être compétitifs dans une concurrence internationale qui va s'exacerber. Je peux t'assurer que la prochaine crise, parce que je considère que la crise épidémique est une première crise environnementale si on voit son origine, la prochaine crise, elle sera bien pire encore. Donc là, on a l'occasion, j'allais dire pour le coup, d'ouvrir véritablement une nouvelle voie, mais cette voie, elle ne peut pas être celle de la productivité, du travail à tout crin, des mêmes qui s'en mettent plein les poches, etc. Donc, moi, je serais plutôt Tu n'as pour pas le sentiment, Eric, tu n'as pas le 30 heures. sentiment quand même que, tu parlais du monde d'après tout à l'heure, tu n'as pas le sentiment que la principale préoccupation des Français, le 11 mai notamment, c'est de retrouver leur emploi? Je pense que le 11 mai, la principale préoccupation des Français, d'abord, c'est de garder leur santé aujourd'hui. Parce que chacun constate bien que cette maladie, ce n'est pas une grippette. Bon. La deuxième, c'est évidemment à un moment donné d'être déconfiné, de pouvoir retourner à une vie normale. Les êtres humains sont des êtres sociaux et on le sent aujourd'hui.
Bon, et puis, évidemment, comme il faut vivre, même le chômage partiel, je rappelle qu'il On est, a sauf passé pour les les gens au millions SMIC, aujourd'hui. voilà, il n'est pas. Je rappelle que le chômage partiel n'est pas à 100% du salaire, qu'il n'inclut pas les primes, qu'il n'inclut pas les heures sup, etc., etc. Mais au-delà de ça, j'ai quand même l'impression de ce que je sens, c'est qu'en même temps, les gens se disent, tiens, le confinement fait qu'il y a moins de pollution, fait qu'on retrouve des choses qu'on avait pu vécu depuis longtemps. Le fait qu'il y ait moins de voitures sur les routes, c'est quand même aussi agréable, etc., etc. Donc, je pense au contraire, moi, je pense que les gens, et notamment notre peuple, est plus intelligent souvent que ceux qui le gouvernent en termes de réflexion politique, et que le moment serait venu justement qu'on puisse, pour ça je parle de dissolution, qu'on puisse mettre des grands choix sur la manière dont on relance tout ça. Bon. Quand le chef de l'État dit le marché ne peut pas avoir raison à tout, bah oui, d'accord. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être l'exploitation en permanence pour les profits. Quand il dit les services publics doivent être remis reprendre toute leur importance, oui, mais ça veut dire qu'on se donne véritablement les moyens. Et donc, moi je crois que on a une population qui est tout à fait prête à ça, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'un grand rendez-vous électoral serait très certainement une solution. Mais sinon, ça va exploser autrement. Il ne faut pas croire que l'issue à tout ce qu'on est en train de vivre, si jamais ceux qui nous dirigent pensent que ça va repartir comme avant, de plus belle, je ne pense pas que l'issue soit tranquille. Ça, j'y crois pas une seconde. Alors, on a de la visite, Eric. Je fais rentrer. Ouais. Salut Gus. Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Alors Gus, je te présente Eric. Je crois que je te le présente pas. Eric, je te présente. Bonjour Auguste. Gus, tu es économiste, altermondialiste, évidemment, c'est comme ça qu'on te connaît. Tu as une question pour Eric? Oui, bonjour Eric. Bonjour Auguste. Ben, je suis content de te voir en bonne santé. Donc voilà, la souveraineté avait joué un rôle essentiel dans la décolonisation. Elle est aujourd'hui captée par des nationalismes agressifs qui la détournent vers des idéologies racistes, xénophobes, sécuritaires. Par rapport aux mouvements qui ont commencé en 2011 de l'altermondialisme, portés par l'altermondialisme, et je rappelle qu'il y a eu quand même 47 insurrections dans 47 pays en 2019, une contre-révolution illustrée par Trump, Orban, Duterte, tous les autres s'est imposée. Et donc, ma question porte justement sur cette question de l'altermondialisme qui a refusé de confondre la lutte contre la mondialisation libérale avec la nécessité d'une mondialité telle qu'elle a été définie par Édouard Glissant et Roger Martelly. Et ma question, c'est comment penses-tu qu'on peut articuler l'internationalisme qui est à réinventer avec l'altermondialisme qui est à renouveler? On a 1 heure. Merci Gus de la question. Bah, je pense qu'on peut. Moi, ce qui me paraît. On a quelques années. Hein. Voilà, oui, ça, tu as raison. Ce qui me paraît fondamental et la base de tout, c'est le fait que le peuple soit souverain. Voilà. Dans le cadre un cadre à définir qui lui permette de maîtriser son destin. Bon, ce cadre, pour l'instant, ce que je constate, on peut en penser ce qu'on veut, mais globalement dans le monde, y compris d'ailleurs pour les peuples qui n'en disposent pas et qui ont raison de le revendiquer, ça reste l'État-nation. En tout cas, ça reste la nation. Ça reste le cadre premier de l'expression de la souveraineté des peuples. Et la deuxième chose que je constate, c'est que pour j'allais dire, faire en sorte que la souveraineté qui prédomine soit celle des marchés, des profits et autres, on a tout utilisé. Quand je dis le on, c'est la finance internationale, appelons ça comme on veut, on a tout utilisé pour contourner ça. L'Union européenne est un exemple de ça. C'est-à-dire l'Union européenne, c'est une manière de contourner les souverainetés, les décisions des peuples, de leur imposer des politiques d'austérité et de montrer au moment de cette crise que, par contre, quand il faut de la solidarité, il n'y en a pas. Bon. Donc, moi, je crois que tout part de la souveraineté. Et à partir du moment où tout part de la souveraineté, se posent deux choses. C'est qu'une fois qu'on a dit ça, une fois que, par exemple, on demande la relocalisation, le fait que la France ait une souveraineté sanitaire qui fasse qu'elle soit à peu près sûre de produire assez de masques et non pas qu'on aille en produire dans d'autres pays avec les mêmes actionnaires qui exploitent d'autres travailleurs, se pose évidemment la question après de l'internationalisme tout de suite. C'est-à-dire, si on fait ça uniquement pour fermer les frontières, dans aucun objectif de coopération internationale
notamment par rapport aux pays qui en ont besoin, on rentre, j'allais dire, dans ce que tu dénonces, c'est-à-dire un espèce du nationalisme agressif, très souvent d'ailleurs qui sont sur une base ethnique de la nation et non pas une base politique d'appartenance à une communauté de destin. Et c'est là où on se retrouve opposé à Trump, Orban, etc. Je pense que c'est un combat absolument fondamental. Le peuple doit être souverain et toute personne qui, quelque part, à un moment donné, fait l'économie de ça ne peut plus être compris par lui. C'est-à-dire si, au nom, par exemple, de l'internationaliste, on explique que c'est pas grave que les gens en France ne puissent pas avoir la maîtrise de leur destin sur tous les biens fondamentaux et autres, parce que ça serait du nationalisme de dire ça. C'est pas ce que tu dis, hein, mais je pense que là, on passe à côté. Donc, il faut partir de ça et à partir de là, construire une politique. Nous, on appelle ça, c'est pareil, on parle de diplomatie altermondialiste, par exemple. On parle de rapport altermondialiste avec le reste du monde, c'est-à-dire que la France, à nouveau, soit capable de politique indépendante et du coup tisse des liens avec tous les pays qui, en premier lieu, dont c'est les intérêts en premier lieu au nom de la paix, d'une coopération internationale, d'un développement, de quelque chose qui soit le fait qu'on ne peut pas être heureux dans une nation avec l'ensemble des nations malheureuses autour de soi, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, moi, j'ai pas d'autre réponse que celle-là, c'est-à-dire, ça revient toujours à ce que disait Jaurès, c'est-à-dire la meilleure manière d'être internationaliste, c'est aussi de reconnaître que la question de la patrie, de la souveraineté populaire est essentielle. Voilà, moi, je pense qu'il faut continuer à manier les deux et que c'est la solution pour lutter contre la mondialisation financière aujourd'hui. Merci Eric, on fera sans doute une émission bientôt où on consacrera plus de temps justement à la réflexion sur la question de la souveraineté. Juste une chose, si je peux me permettre, il faut ouvrir les centres de rétention administrative. On n'en parle pas assez. Moi, j'ai été visiter celui de Ménil-Amelot. C'est scandaleux que Castaner ne les ouvre pas. Je veux dire, on attend, on ne teste pas les gens. Alors, on ne peut pas faire comme à Vincennes. Il y a eu des cas, ils ont quand même été obligés d'arrêter de mettre des gens dedans parce qu'il y a eu des tas. À Ménil-Amelot, on ne peut pas le faire, il n'y a pas de test. C'est dangereux pour les retenus, c'est dangereux pour les policiers, c'est dangereux pour les fonctionnaires. Et c'est un scandale que Castaner ne les ouvre pas. Et il sera responsable des cas de contamination à l'intérieur des centres de rétention. Message passé. Merci Gus Massia. Merci Eric. Merci. À bientôt. À bientôt.